L'enveloppe reposait sur la table de la cuisine, comme un verdict attendant d'être lu. Amélie Moreau la fixait, ses doigts tremblants, alors qu'il planait au-dessus du papier rigide. Le silence dans leur petit appartement était suffocant, brisé seulement par le goutte-à-goutte rythmique du robinet que son père n'avait pas réparé depuis des mois. « Papa, qu'est-ce que c'est » Pierre Moreau se tenait près de la fenêtre, dos à elle, épaules voûtées sous le poids de quelque chose de bien plus lourd que l'âge. Quand il se retourna finalement, son visage était livide, ses yeux creux de honte. « Amélie, Sa voix se brisa. « J'ai commis une erreur. Une terrible erreur. » Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un seul document, un accord de dette. Ses yeux parcoururent les chiffres, une fois, 2 fois, 3 fois. Chaque lecture faisait chavirer son estomac un peu plus. 2 millions d'euros. Papa, ce ne peut pas être réel. Qui? Raphaël Beaumont. Le nom resta suspendu dans l'air comme une malédiction. Tout le monde connaissait Raphaël Beaumont, magnate de l'immobilier, investisseur technologique. L'homme qui transformait les entreprises en difficulté en or ou en cendre, selon son humeur. Froid, calculateur, impitoyable. « J'ai emprunté de l'argent pour sauver la boutique », continua Pierre, sa voix à peine un murmure. « Je pensais pouvoir le rembourser. Je pensais… 2 millions d'euros ?» La voix d'Amélie monta. « Comment pouviez-vous penser ?» La sonnette retentit. Pierre devint pâle. « Oh mon Dieu, c'est lui. »« Quoi ?» ?»« Il a dit qu'il viendrait aujourd'hui. Si je n'avais pas l'argent… » Le cœur d'Amélie martela contre ses côtes. Elle se dirigea vers la porte par instinct, sa main sur la poignée avant même de réfléchir. Quand elle ouvrit, l'air sembla se déplacer. Raphaël Beaumont se tenait dans l'embrasure. Grand, facilement 1,90 m, avec des cheveux noirs parfaitement coiffés, un costume anthracite sur mesure qui coûtait probablement plus que leur loyer mensuel, et des yeux si perçants qu'ils semblaient traverser chaque défense qu'elle avait. Sa présence remplissait le couloir exigu, magnétique et écrasante. « Vous avez mon argent ?» Sa voix était douce, contrôlée, teintée d'autorité. Pierre s'avança, main tremblante. « Monsieur Beaumont, s'il vous plaît, j'ai besoin de plus de temps. Juste 1 mois de plus. Nous nous étions mis d'accord sur aujourd'hui. Je vous en supplie. Les accords sont des accords, monsieur Moreau. » Le regard de Raphaël balaya l'appartement, notant chaque détail de leur vie modeste avec un détachement clinique. « Je ne prolonge pas les délais. Je récupère ce qui m'est dû. » Le désespoir griffa la gorge d'Amélie. Elle s'interposa entre eux, le cœur battant. « Attendez. Il doit y avoir un autre moyen. Je ferai n'importe quoi. » Pour la première fois, l'attention de Raphaël se fixa entièrement sur elle. Ses yeux voyagèrent lentement de son visage jusqu'à ses pieds et remontèrent. Pas de manière lubrique, mais avec l'évaluation de quelqu'un qui estime un actif. Un sourcil se leva. « N'importe quoi ?»« N'importe quoi. » Le silence s'étira. Puis Raphaël s'approcha, chaque pas délibéré. Amélie tint bon même si son souffle se coupa. Il s'arrêta à quelques centimètres, assez près pour qu'elle puisse sentir son parfum, cher, enivrant. « Épousez-moi. » Amélie cligna des yeux. « Quoi ? Épousez-moi. Demain. Êtes-vous fou ?» L'ombre d'un sourire toucha ses lèvres. « Ma grand-mère est mourante. Elle a un souhait avant de partir. Me voir marié. Vous ferez l'affaire. » « Je… ferai l'affaire ? Vous êtes présentable. Vous êtes jeune. Vous êtes désespéré. » Il jeta un coup d'œil à Pierre. « Cela annule entièrement sa dette. Vous jouez le rôle de ma femme pendant 1 an, et votre père s'en sort libre. » L'esprit d'Amélie vacilla. Cela ne pouvait pas arriver. « Je ne vous connais même pas. »« Vous n'avez pas besoin. C'est une transaction, mademoiselle Moreau. J'ai besoin d'une épouse pour les apparences. Vous avez besoin que la dette de votre père soit effacée. Mathématiques simples. Il n'y a rien de simple dans le fait d'épouser un étranger. » Raphaël consulta sa montre, perdant déjà intérêt. « Très bien. J'enverrai mon équipe de recouvrement demain. Ils ne sont pas aussi…
diplomatique que moi. « Attendez !» Le mot s'arracha de sa gorge. Pierre pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Elle pensa à tout ce qu'il perdrait. La boutique qui était dans leur famille depuis 3 générations, leur maison, leur dignité. Raphaël attendit, expression illisible. Quand est le mariage? Sa voix était à peine audible. Demain, 9 heures. Mes avocats auront les contrats prêts pour 7 heures. Il sortit une carte de visite de sa poche et la lui tendit. L'adresse est dessus. Ne soyez pas en retard, mademoiselle Moreau. Je déteste l'imponctualité. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Et Amélie? Elle leva les yeux, surprise qu'il connaisse son prénom. Portez quelque chose de blanc. Ma grand-mère est traditionnelle. Puis il disparut, ne laissant que le faible parfum de son eau de Cologne et le son de son monde qui s'écroulait. Amélie s'effondra sur une chaise, la carte de visite serrée dans sa main tremblante. Des lettres dorées en relief éplaient. Rafale, Beaumont, Beaumont, entreprise. Demain, elle épouserait un étranger. Demain, elle deviendrait Madame Raphaël Beaumont. Demain, sa vie telle qu'elle la connaissait prendrait fin. Pierre s'agenouilla à côté d'elle, sanglotant. « Amélie, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. » Elle fixa la carte, engourdie. « C'est juste un an, n'est-ce pas? Juste un an. » Mais même en le disant, un instinct lui souffla que rien concernant Raphaël Beaumont ne serait jamais simple. L'horloge au mur avançait vers minuit. Dans 18 heures, elle serait sa femme. Amélie ne dormit pas. Elle passa la nuit à fixer son plafond, regardant les ombres se déplacer alors que les phares passaient devant sa fenêtre. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait Raphaël Beaumont, son regard pénétrant, la façon dont il l'avait regardée comme si elle était un problème à résoudre, une case à cocher. À 5 heures du matin, elle abandonna l'idée de se reposer. À 6h30, elle se tenait devant son placard en combinaison, fixant la seule robe blanche qu'elle possédait, une simple robe en coton qu'elle avait portée à la garden party de sa cousine 2 ans auparavant. Elle semblait ridiculement inadéquate pour épouser un milliardaire. Un coup à la porte la fit sursauter. Quand elle ouvrit, 3 femmes en tailleur noir élégant se tenaient dans le couloir, chacune portant des housses de vêtements de créateurs et des mallettes de maquillage professionnel. Mademoiselle Moreau? La plus grande sourit efficacement. Monsieur Beaumont nous a envoyés. Nous sommes ici pour vous préparer à la cérémonie. Me préparer? Coiffure, maquillage, garde-robe. Pouvons-nous entrer? Amélie s'écarta sans voix, alors qu'elle transformait son minuscule appartement en salon de beauté improvisé. 2 heures plus tard, elle se reconnaissait à peine dans le miroir. La robe qu'elles avaient apportée était époustouflante, de la soie ivoire qui épousait ses courbes avant de s'écouler en une traîne subtile, avec de la dentelle délicate le long du décolleté. Rien de trop élaboré, mais indéniablement cher. Ses cheveux bruns avaient été relevés en un chignon élégant, de douces mèches encadrant son visage. Le maquillage était naturel mais impeccable, rendant ses yeux verts lumineux. Elle ressemblait à quelqu'un qui appartenait au monde de Raphaël Beaumont. Elle se sentait comme une imposteur. La voiture qui arriva à 8h30 était une berline noire élégante aux vitres teintées. Aucun chauffeur n'émergea, juste un message texte sur son téléphone. « La voiture vous attend. RB. » Le trajet vers le lieu était silencieux, à l'exception du martèlement de son cœur. Quand ils s'arrêtèrent à l'adresse, le souffle d'Amélie se coupa. Ce n'était pas un tribunal ou une mairie. C'était le domaine de Bellevue, l'un des lieux privés les plus exclusifs de la ville, avec des jardins entretenus et un manoir historique qui apparaissait régulièrement dans les magazines de luxe. Une coordinatrice avec un casque l'accompagna à l'intérieur, à travers des couloirs de marbre décorés de roses blanches et d'hortensias, dans une suite privée. « Vous avez 15 minutes, » dit la femme brièvement. La cérémonie commence à 9 heures précises. Amélie fut laissée seule avec son reflet et ses pensées galopantes. Elle se demanda si elle pouvait encore s'enfuir. Disparaître. Mais les images du visage déchiré de son père, de la boutique familiale fermée, de leur appartement vide, la hantaient.
Un léger coup à la porte la fit se retourner. « Entrez », dit-elle, s'attendant à la coordinatrice. Au lieu de cela, Raphaël Beaumont entra. Il portait un smoking sur mesure, chaque détail parfait, du nœud papillon à la pochette. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, sa mâchoire rasée de près. Il ressemblait à quelqu'un qui sortait d'un magazine, pas à quelqu'un sur le point de se marier pour les mauvaises raisons. Ses yeux la parcoururent, et pour la première fois, elle vit quelque chose vaciller dans son expression, quelque chose qui ressemblait à de la surprise, peut-être même de l'appréciation. « Vous êtes… » Il s'arrêta, sembla se ressaisir. « Prête ? Est-ce que quelqu'un est jamais prêt pour ça ?» Un coin de sa bouche se souleva. Pas tout à fait un sourire, mais presque. « Probablement pas. » Il s'approcha, sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Vous aurez besoin de ceci. » Il l'ouvrit pour révéler un diamant solitaire qui aurait pu payer la dette de son père 2 fois. La bague était à la fois élégante et massive, des siècles de richesse incarnés dans un seul bijou. « Je ne peux pas porter ça. »« Vous le pouvez et vous le ferez. Ma grand-mère sera là. Elle s'attendra à voir une bague. » Sans attendre sa permission, il prit sa main gauche et glissa la bague à son doigt. Elle s'ajustait parfaitement. Bien sûr qu'elle s'ajustait. « Comment saviez-vous ma taille ?»« Je sais beaucoup de choses, Amélie. » Son pouce effleura le dos de sa main, juste un instant. « C'est mon métier de tout savoir. Alors vous savez à quel point tout ceci est fou. Complètement fou. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « Mais c'est fait maintenant. Les contrats sont signés. Mon grand-mère est en bas. Le juge nous attend. » Il marqua une pause. « Dernière chance. Si vous voulez vous enfuir, je ne vous arrêterai pas. » Amélie le regarda, vraiment le regarda, pour la première fois. Au-delà du costume coûteux et de l'expression autoritaire, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. De la fatigue, de la solitude. Quelque chose qui suggérait que peut-être, juste peut-être, il n'était pas aussi invulnérable qu'il voulait le paraître. « Et si je pars, qu'arrive-t-il à mon père ?» L'expression de Raphaël se durcit. « Les affaires sont les affaires. Alors je suppose que je ne peux pas partir. » Elle leva le menton avec défi. « Allons faire semblant d'être en amour, monsieur Beaumont. » Quelque chose passa sur son visage. Respect, peut-être. « Raphaël, si nous allons être mariés, tu peux utiliser mon prénom. » Très bien. Raphaël. Le nom se sentait étrange sur sa langue. « Et tu peux m'appeler Amélie. » Je sais. Il offrit son bras. « Prête pour le spectacle ?» Elle glissa sa main dans le creux de son coude, sentant les muscles durs sous la laine fine de sa veste. « Prête. » Ils descendirent ensemble, un couple de parfaits étrangers sur le point de prononcer des vœux qu'aucun d'eux ne voulait dire. La salle de cérémonie était petite, intime, juste une poignée de chaises disposées devant une cheminée ornée décorée de fleurs blanches. Une femme âgée dans un fauteuil roulant occupait la première rangée, ses yeux brillants alors qu'elle les regardait entrer. « Grand-mère », dit Raphaël doucement, amenant Amélie vers elle. « Je te présente Amélie. Amélie, c'est ma grand-mère, Geneviève Beaumont. » Geneviève tendit une main tremblante, et Amélie la prit avec douceur. Les yeux de la vieille femme, si semblables à ceux de son petit-fils, étudiaient Amélie avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « Ainsi tu es celle qui a capturé le cœur de mon petit-fils, » dit Geneviève, sa voix faible mais claire. Amélie ouvrit la bouche, ne sachant pas comment répondre à un mensonge si flagrant, mais Raphaël intervint. « Elle l'a fait, grand-mère. » Complètement. Le mensonge sortit si facilement qu'Amélie se demanda combien de fois il avait menti auparavant. La cérémonie fut brève. Le juge prononça les mots et ils répétèrent leurs vœux, promesses qu'ils ne voulaient pas dire, devant des témoins qui ne connaissaient pas la vérité. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Raphaël hésita un instant, puis se pencha. Ses lèvres effleurèrent les siennes. Chaste, bref, purement pour le spectacle. Mais même ce contact fugace envoya un frisson le long de sa colonne vertébrale. Quand il recula, quelque chose dans ses yeux suggérait qu'il l'avait ressenti aussi. « Félicitations, monsieur et madame Beaumont », annonça le juge. Et comme ça,
Amélie Moreau devint Amélie Beaumont, mariée à un homme qu'elle connaissait à peine, liée à lui pour 12 mois, piégée dans un arrangement qu'elle n'avait jamais voulu. Le déjeuner de mariage qui suivit fut une torture polie. Geneviève posait des questions sur comment ils s'étaient rencontrés, sur leur histoire d'amour, sur leurs projets d'avenir. Raphaël mentait sans effort, tissant une histoire romantique de hasard et de destin qui aurait pu sortir d'un roman. Amélie souriait et hochait la tête aux moments appropriés, se demandant comment elle tiendrait 1 an de cette mascarade. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, Geneviève fut ramenée à sa maison de soins, et Amélie se retrouva seule avec son nouveau mari dans le parking. « Où allons-nous maintenant » demanda-t-elle. « Mon appartement. » Il ouvrit la portière passager de sa voiture, une Aston Martin argentée qui criait richesse et pouvoir. « À moins que tu ne préfères retourner dans ton appartement ?» L'accord était d'1 an. Je suppose que cela signifie vivre ensemble. Perceptive. Il attendit qu'elle monte avant de fermer la porte et de contourner le côté conducteur. Le trajet à travers Toulouse fut silencieux. Amélie regardait la ville défiler, les vieux bâtiments en briques roses caractéristiques, la Garonne scintillant au soleil, les gens vivant leur vie normale sans savoir qu'elle venait de bouleverser complètement la sienne. Ils s'arrêtèrent devant la tour Beaumont, un gratte-ciel élégant dans le quartier d'affaires, tout vert et acier brillant. Bien sûr qu'ils vivaient ici, bien sûr. L'ascenseur privé les emmena directement au penthouse. Quand les portes s'ouvrirent, la mâchoire d'Amélie faillit tomber. L'appartement était massif, des plafonds hauts, des fenêtres du sol au plafond offrant des vues panoramiques sur la ville, des meubles modernes qui ressemblaient plus à de l'art qu'à des places assises. Tout était en noir, blanc et gris, élégant mais stérile, comme une photo d'un magazine de design plutôt qu'un lieu où quelqu'un vivait réellement. « La chambre d'amis est par là », dit Raphaël, indiquant un couloir. « Tu as ta propre salle de bain. Mes femmes de ménage viendront demain pour transférer tes affaires. » « Chambre d'amis ?» Il la regarda comme si la question était stupide. « Tu ne pensais pas que nous partagerions un lit ? » Je ne savais pas quoi penser. Ceci est un arrangement commercial, Amélie. Pas un mariage réel. Tu as ta chambre, j'ai la mienne. Nous maintenons les apparences en public, mais ici, dans le privé, nous menons des vies séparées. Bien sûr. Elle ne savait pas pourquoi cela la piquait. Ce n'était pas comme si elle voulait partager son lit. Des règles auxquelles je dois connaître ? Quelques-unes. Il desserra sa cravate, et Amélie essaya de ne pas remarquer comment le geste le rendait soudain moins homme d'affaires et plus humain. 1. Nous maintenons le mensonge devant tout le monde. Famille, amis, médias. Personne ne peut savoir la vérité. 2. Je m'attends à ce que tu m'accompagnes aux événements publics. Galas, dîners d'affaires, fonctions familiales. Tu joueras le rôle de l'épouse dévouée de manière convaincante. Et quoi d'autre ? 3. Pas de liaison. Si nous allons faire semblant d'être mariés, nous ne donnerons à personne de raison de douter de nous. Tu plaisantes ? Elle le fixa. Tu me demandes de rester célibataire pendant 1 an entier ? J'ai dit pas de liaison. Ce que tu fais discrètement est ton affaire, tant que cela ne crée pas de scandale. Son regard s'assombrit. Mais si quelqu'un découvre la vérité sur ce mariage à cause de ton imprudence, l'accord est rompu. La même règle s'applique à toi, je suppose ? Je n'ai pas de liaison. Il dit cela avec la conviction de quelqu'un énonçant un fait. Les relations personnelles sont des complications. Je ne fais pas les complications. Amélie le crut. Tout chez lui criait contrôle, distance, isolement émotionnel. Elle se demanda ce qui avait fait de lui ainsi, quelle douleur ou trahison l'avait transformé en cette créature froide et calculatrice. « Autre chose ?» demanda-t-elle. « Oui. » Il se rapprocha, et elle dut incliner sa tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Ne tombe pas amoureuse de moi, Amélie. C'est peut-être un cliché, mais je le dis sérieusement. Ceci est temporaire. Dans 1 an, nous divorçons. Tu prends ton règlement, et nous ne nous reverrons plus jamais. Ne t'attache pas. Elle rit, un son dur et sans humour. Me faire croire que tu es irrésistible, c'est ça ? Non. Son expression resta sérieuse.
Je m'assure juste que nous sommes clairs. J'ai vu ce qui arrive quand les gens confondent convenance et émotion réelle. Cela devient moche. Je ne veux pas d'ugliness. Ne t'inquiète pas, Raphaël. Elle franchit la distance entre eux, rencontrant son regard avec défi. Je ne suis pas stupide. Je sais exactement ce que c'est. Une transaction. Tu as quelque chose dont j'avais besoin, et maintenant tu obtiens ce dont tu as besoin en retour. Pas d'émotion, pas d'attente, juste du business. Quelque chose passa sur son visage. Était-ce du soulagement? De la déception? Elle ne pouvait pas dire. Bien. Il recula. Je dois retourner au bureau. Sens-toi libre d'explorer. Le code pour tout est ta date de naissance. Elle cligna des yeux. Comment connais-tu ma date de naissance? Je te l'ai dit, Amélie. Il prit ses clés de voiture. Je sais tout. Puis il partit, la laissant seule dans son palais de verre et d'acier, se demandant ce qu'elle venait de s'engager à faire. Amélie explora le penthouse après le départ de Raphaël, ses pieds nus silencieux sur les sols en bois dur poli. Chaque pièce était impeccable. La cuisine avec ses appareils professionnels qui semblaient n'avoir jamais été utilisés, le salon avec ses canapés blancs immaculés qui criaient « Ne t'assois pas sur moi », le bureau dominé par 3 moniteurs d'ordinateur et des piles de dossiers soigneusement organisés. Elle trouva la chambre d'amis qu'il avait mentionnée. C'était belle. Lit king size avec des draps blancs cassés, salle de bain privée avec une baignoire profonde et une douche à effet de pluie, un dressing qui était plus grand que toute sa chambre dans l'ancien appartement. Mais c'était stérile, impersonnel, comme vivre dans un hôtel de luxe. Elle s'assit sur le bord du lit, regardant l'énorme diamant à son doigt attraper la lumière. Madame Raphaël Beaumont. Pendant 12 mois. Son téléphone sonna. Son père. Amélie? La voix de Pierre était remplie d'anxiété. Comment vas-tu? Mariée. Le mot sortit plus sec qu'elle ne l'avait voulu. Je vais bien, papa. Comment vas-tu? L'homme de Beaumont est venu ce matin. Ils ont déchiré les papiers de dette. Il sanglota dans le téléphone. Amélie, qu'as-tu fait? Qu'a-t-il exigé de toi? Exactement ce qu'il a dit. Le mariage. 1 an. C'est tout. Je ne peux pas croire que je t'ai laissé faire ça. Tu ne m'as pas laissé, papa. J'ai choisi. Mensonge. Elle n'avait pas choisi. Elle avait été forcée. Mais à quoi servait de le faire sentir plus mal qu'il ne se sentait déjà? C'est juste 1 année. Nous pouvons survivre à 1 année. Où es-tu maintenant? Son appartement. Le penthouse de la tour Beaumont. Un sifflement bas. Je suppose que tu es bien installé, au moins. Installé. Oui. Comme un oiseau dans une cage dorée. Ils parlèrent quelques minutes de plus avant qu'Amélie ne trouve une excuse pour raccrocher. Elle ne pouvait pas supporter d'entendre la culpabilité dans la voix de son père, sachant qu'il n'y avait rien, qu'aucun d'eux ne puisse y faire maintenant. Le reste de la journée se traîna. Elle essaya de lire, de regarder la télévision, de trouver quelque chose, n'importe quoi, pour occuper son esprit. Mais les pensées continuaient de revenir à Raphaël. Où était-il? Que faisait-il? Pensait-il à elle du tout? Ou l'avait-il déjà compartimenté? Juste un autre élément coché sur sa liste de choses à faire. Il rentra à 9 heures du soir. Amélie était dans le salon, recroquevillée sur l'un des canapés blancs intimidants avec un livre qu'elle faisait semblant de lire. Elle entendit la porte s'ouvrir, ses pas sur le sol dur. Il s'arrêta en la voyant, semblant momentanément surpris de sa présence, comme s'il avait oublié qu'elle vivait maintenant ici. « Tu es encore éveillé. » Pas une question, une observation. Je n'étais pas fatigué. Il desserra sa cravate, ce geste qu'elle commençait déjà à reconnaître comme son signal de « journée terminée ». « As-tu mangé ?» J'ai trouvé quelque chose. Un sandwich qu'elle s'était fait à partir des ingrédients de luxe dans son réfrigérateur pratiquement vide. J'aurais dû arranger quelque chose. Il fronça les sourcils, comme s'il était contrarié par sa propre surveillance. Je ne suis pas habitué à... Il s'interrompit. À quoi? Avoir quelqu'un d'autre vivant ici? Elle referma son livre. Je ne suis pas surprise. Ce n'est pas... Il passa une main dans ses cheveux, défaisant la perfection. J'essaye juste de dire que j'ajusterai.
Nous ajusterons tous les deux. D'accord. Le silence s'étira entre eux, maladroit et lourd. Écoute, dit finalement Raphaël, je sais que ce n'est pas facile, pour aucun de nous. Mais si nous allons faire fonctionner cela, nous devons établir une sorte de normalité. Normalité. Elle rit. Tu veux dire faire semblant que nous sommes un vrai couple pendant que nous vivons des vies complètement séparées? Je veux dire trouver un moyen d'exister dans le même espace sans que ce soit malheureux tout le temps. Il s'assit sur le canapé opposé, maintenant une distance prudente. Nous pouvons être civilisés, peut-être même amicaux finalement. Amis. Amélie réfléchit. Tu as des amis, Raphaël? La question sembla le surprendre. J'ai des associés d'affaires, des connexions, des gens avec qui je travaille. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il la regarda longtemps avant de répondre. Non, je ne pense pas avoir d'amis. Pas des vrais. L'honnêteté brute de l'admission la toucha plus qu'elle ne voulait l'admettre. C'est triste. C'est pratique. Mais quelque chose dans ses yeux contredisait les mots. Les amis viennent avec des attentes, des émotions, des complications. Je préfère la simplicité. Vivre comme ça ne semble pas simple. Cela semble solitaire. Peut-être. Il se leva, clairement mal à l'aise avec la direction que prenait la conversation. Je vais me retirer. J'ai une réunion tôt demain. Tu as besoin de quelque chose? Non? Bien. Bonne nuit, Amélie. Bonne nuit, Raphaël. Elle le regarda disparaître dans le couloir et se demanda si c'était à quoi ressembleraient les 12 prochains mois. Deux étrangers circulant prudemment l'un autour de l'autre, échangeant des politesses, vivant des vies parallèles qui ne se croisaient jamais vraiment. Elle se demandait pourquoi cette pensée la rendait si incroyablement triste. Les premières semaines passèrent dans un brouillard de routine inconfortable. Raphaël partait tôt le matin, avant qu'Amélie ne se réveille, rentrait tard le soir, après qu'elle soit déjà dans sa chambre. Il communiquait par des notes laissées sur le comptoir de la cuisine et des messages textes occasionnels sur la logistique. Amélie passait ses journées à explorer Toulouse, visitant des musées et des cafés, essayant de remplir les heures vides. Elle avait quitté son travail à temps partiel dans une librairie. Raphaël avait insisté, disant que Madame Beaumont ne travaillait pas dans le commerce de détail. Il avait ouvert un compte bancaire pour elle avec ce qu'il appelait de l'argent de dépense. Un montant si absurdement élevé qu'elle avait presque ri. Mais l'argent ne rendait pas le vide dans sa poitrine moins lourd. Tout changea le vendredi soir de leur 3e semaine de mariage. Raphaël rentra à la maison à 6 heures, beaucoup plus tôt que d'habitude, et trouva Amélie dans la cuisine, essayant de comprendre son four sophistiqué. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il sembla véritablement perplexe. « Cuisiner. » Elle indiqua les ingrédients éparpillés sur le comptoir. « Du moins, essayez de cuisiner. Ce four a plus de boutons qu'un vaisseau spatial. Pourquoi ne pas simplement commander? Parce que j'aime cuisiner. Et parce que manger un plat à emporter seul toutes les nuits devient déprimant. » Il hésita, puis desserra sa cravate, ce geste, et roula ses manches. « Laisse-moi t'aider. » Amélie cligna des yeux. « Tu sais cuisiner? » « Je sais beaucoup de choses. » Cette presque sourire qu'elle commençait à reconnaître. « Qu'est-ce que tu essaies de faire? » « Poulet rôti, légumes, quelque chose de simple. »« Alors laisse-moi te montrer. » Et il le fit. Pendant l'heure suivante, ils se déplacèrent autour de la cuisine ensemble. Raphaël lui montrant comment utiliser le four, comment assaisonner correctement la viande, comment découper les légumes de manière efficace. Il était patient, minutieux et, surprise, drôle. « Qui t'a appris à cuisiner ?» demanda Amélie, alors qu'ils placèrent le poulet dans le four. « Ma grand-mère. Avant qu'elle ne tombe malade, avant que mon grand-père ne décède, elle cuisinait tous les dimanches. » Plat français traditionnel, recette transmise de génération en génération. Ses yeux devinrent distants. Elle essayait de m'apprendre. Disait qu'un homme devrait savoir prendre soin de lui-même. Elle avait raison. Elle avait raison sur beaucoup de choses. Il s'appuya contre le comptoir, la regardant. Elle t'a aimé. À la cérémonie. Elle a dit que tu avais de bons yeux. Des yeux bons?
Elle voulait dire honnête, gentil. Il marqua une pause. Elle ne se trompe pas souvent sur les gens. Le minuteur du four les sauva d'avoir à approfondir ce moment. Ils mangèrent ensemble à la table à manger, la première fois qu'ils partageaient un repas correctement. La conversation était au début maladroite, mais se détendit progressivement. Ils parlèrent de tout sauf des choses importantes. Ses affaires, sa vie passée, les vraies raisons pour lesquelles ils étaient assis là ensemble. « Ça me manquait », admit Amélie, alors qu'ils nettoyaient après. Cuisiner pour quelqu'un. Partager un repas. Tu vivais seul? Non, avec mon père. Mais après que ma mère soit partie quand j'avais 16 ans, c'est devenu mon travail. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais j'ai toujours fait en sorte que nous ayons des repas faits maison. Elle rinça une assiette. Qu'en est-il de toi? As-tu toujours vécu seul? Depuis l'université. Il chargea le lave-vaisselle avec une efficacité qui trahissait la pratique. Je préfère ça. Pas de désordre des colocataires, pas de désaccord sur qui a mangé quoi. Juste tranquillité. Cela ne semble-t-il pas vide, parfois? Son regard rencontra le sien. Parfois. L'honnêteté de l'admission plana entre eux, lourde de signification. « Raphaël, dit-elle doucement, pourquoi es-tu vraiment rentré tôt ce soir ?» Il fut silencieux longtemps avant de répondre. « Je ne sais pas. J'étais dans mon bureau révisant des contrats et j'ai juste pensé à rentrer. J'ai pensé... » Il s'arrêta. « Pensé à quoi ? Que tu étais probablement ici, seul. Que peut-être que ce serait bien de ne pas être seul ce soir. » Le cœur d'Amélie fit quelque chose de compliqué dans sa poitrine. « Eh bien, tu avais raison. C'était bien. » Il hocha la tête et quelque chose passa sur son visage. Du soulagement, peut-être. Ou peut-être de la gratitude. « Nous devrions le refaire, dit-il. Dîner ensemble, je veux dire. Pas tous les soirs, mais parfois. Je voudrais ça. » Et donc commença un changement subtil dans leur arrangement. Raphaël commença à rentrer pour dîner 2 ou 3 fois par semaine. Ils cuisinaient ensemble, ou plutôt, Amélie cuisinait pendant qu'il gérait des emails, puis il apparaissait pour servir le vin et mettre la table. Ils commencèrent à parler plus, partageant des détails sur leur journée, glissant progressivement de polis étrangers à quelque chose ressemblant à connaissance. Amélie apprit que Raphaël prenait son café noir avec exactement une cuillère à café de sucre, qu'il restait éveillé tard, en lisant des mémoires financiers et des livres d'histoire, qu'il avait une peur irrationnelle des araignées qu'il niait catégoriquement. Raphaël apprit qu'Amélie aimait les vieux films en noir et blanc, qu'elle chantait sous la douche sans se rendre compte qu'il pouvait l'entendre, qu'elle avait un rire qui transformait entièrement son visage. Puis vint leur premier événement public ensemble. Un gala de charité que la compagnie de Raphaël sponsorisait. Un événement qui serait rempli de médias, de clients, d'associés d'affaires. Leur premier vrai test. « N'oublie pas », dit Raphaël alors qu'ils arrivaient au lieu, un hôtel somptueux dans le centre de Toulouse. « Nous sommes mariés depuis 1 mois. Nous sommes follement amoureux. Nous ne pouvons pas rester loin l'un de l'autre. »« Comme c'est romantique », répondit-elle sèchement, lissant sa robe de soirée noire que ses stylistes avaient livrée cet après-midi. Il se tourna vers elle, ses yeux s'assombrissant, alors qu'il la regardait vraiment pour la première fois ce soir. « Tu es belle. Merci. Toi aussi. » Et il l'était. Smoking parfait, cheveux impeccables, l'image même de la richesse et du pouvoir. « Prête ?» Il offrit son bras. Aussi prête que possible. Ils entrèrent ensemble, et Amélie sentit immédiatement tous les yeux se tourner vers eux. Les murmures commencèrent immédiatement. Le mystérieux nouveau mariage de Raphaël Beaumont, sa magnifique épouse d'origine inconnue, la romance éclair dont personne n'avait rien su. Raphaël glissa son bras autour de sa taille, l'attirant plus près. « Souris », murmura-t-il. « Tu viens d'épouser l'homme de tes rêves, souviens-toi » Elle peignit un sourire sur son visage et se pencha contre lui, jouant son rôle. La nuit passa dans un tourbillon de présentations et de sourires forcés. Raphaël jouait le nouveau marié attentif à la perfection,
lui apportant du champagne, gardant une main sur son dos, la regardant de manière supposément adorante. Amélie suivit son exemple, riait à ses blagues, touchait son bras avec affection, jouait le rôle de l'épouse éprise. Mais alors que la soirée progressait, quelque chose d'étrange se produisit. Le toucher de Raphaël sur sa taille ne sembla plus être une performance. Il sembla naturel. Quand il riait à quelque chose qu'elle disait, ses yeux se plissaient avec un amusement authentique. Quand elle s'appuyait contre lui alors que ses pieds commençaient à lui faire mal, il la stabilisa avec une douceur qui ne pouvait pas être entièrement une acte. « Tu te débrouilles bien », dit-il pendant qu'ils dansaient. Un slow obligatoire que les organisateurs avaient insisté pour que toutes les couples mariés fassent. Ses mains sur sa taille, les siennes sur ses épaules, se déplaçant ensemble à travers une valse qu'ils n'avaient jamais répétée. « Toi aussi !» Elle regarda leurs pieds. « Bien que je doive te prévenir, je ne suis pas une grande danseuse. Tu te débrouilles bien. » Il l'attira un peu plus près. « Amélie, regarde-moi. » Elle leva les yeux, rencontrant son regard. « Les gens nous regardent, » murmura-t-il. « Nous devons avoir l'air convaincant. »« D'accord. Je vais t'embrasser maintenant. » Son cœur bondit. « Quoi ? Jeune mariée, souviens-toi ?» Ses yeux fouillèrent son visage. « Est-ce que ça va ?» Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Il se pencha lentement, lui donnant tout le temps de reculer si elle le voulait. Puis ses lèvres rencontrèrent les siennes, douces, brèves, une pression légère qui dura à peine une seconde. Mais cette seconde résonna à travers tout son corps. Quand il recula, quelque chose brûlait dans ses yeux qu'elle ne put identifier. « On y va », murmura-t-il. Le spectacle est terminé. Mais alors qu'ils rentraient chez eux plus tard cette nuit-là, Amélie ne pouvait pas secouer la sensation que ce n'était pas un spectacle du tout. Quelque chose avait changé entre eux sur cette piste de danse. Quelque chose de dangereux. Quelque chose de réel. Les semaines suivantes passèrent dans un rythme étrange de domesticité. Plus de dîners ensemble, plus de conversations, plus de moments où leurs regards se croisaient à travers la pièce et que quelque chose de non dit passait entre eux. Raphaël commença à rentrer plus tôt du bureau, cherchant des excuses pour passer du temps dans le même espace qu'Amélie. Elle commença à se réveiller plus tôt, à préparer le café comme il l'aimait, à trouver des raisons de s'attarder dans la cuisine pendant qu'il déjeunait. Ils tombèrent dans une routine confortable. Mais confortable était dangereux. Confortable était une frontière qu'aucun d'eux n'était censé franchir. Puis vint la nuit où tout bascula. Amélie se réveilla à 2 heures du matin avec un cauchemar violent de sa mère quittant, de son père pleurant, du poids de toutes les responsabilités qu'elle avait portées. Elle était assise dans son lit, tremblante, se sentant 16 ans à nouveau, et terrifiée. Sans réfléchir, elle sortit de sa chambre et erra dans l'appartement sombre. Elle trouva Raphaël dans le salon, assis dans l'obscurité avec un verre de whisky, regardant par les fenêtres du sol au plafond, la ville scintillante en dessous. « Ne peut pas dormir non plus ?» Sa voix était rauque dans le silence. « Mauvais rêve. » Elle hésita. « Je peux... Puis-je m'asseoir ?»« Bien sûr. » Elle s'installa à l'autre bout du canapé, enroulant ses bras autour de ses genoux. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, chacun piégé dans leurs propres pensées. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle finalement. « À des erreurs. » Il fit tourner le whisky dans son verre. « Toutes les choses que j'aurais pu faire différemment. »« Comme quoi ?»« Comme traiter les gens comme des transactions au lieu d'êtres humains. » Son regard se tourna vers elle. Comme demander à une femme complètement inconnue de m'épouser juste pour satisfaire le dernier souhait de ma grand-mère. Amélie sentit sa poitrine se serrer. « Tu regrettes ?»« Non. » La réponse vint rapide, définitive. « C'est le problème. Je ne regrette pas. Je devrais, mais je ne le fais pas. » « Pourquoi pas ?» Il se tourna pour lui faire face entièrement. « Parce que tu es la première personne en année à me regarder comme si j'étais juste... une personne. Pas le milliardaire Raphaël Beaumont. Pas quelqu'un dont avoir peur ou de qui tirer quelque chose. Juste Raphaël. » Le cœur d'Amélie battait trop fort. Peut-être parce que c'est ce que tu es.
Juste une personne. Je ne pense pas avoir été juste une personne depuis longtemps. Alors qu'as-tu été? Seul. Le mot sortit brisé. Complètement. Absolument seul. Elle bougea avant de pouvoir s'en empêcher, comblant la distance entre eux sur le canapé. Tu n'es plus seul. Non? Ses yeux fouillèrent son visage. Qu'est-ce que je suis, alors? Marié. Elle sourit doucement. Tu es marié, Raphaël. Peut-être pas de la manière traditionnelle, mais tu n'es plus seul. Je suis ici. Quelque chose se brisa dans son expression. Il tendit la main, ses doigts effleurant sa joue avec une douceur qui la fit frissonner. Tu es ici. Je suis ici. Amélie, dit-il doucement, nous jouons un jeu dangereux. Je sais. Nous avons dit pas d'émotion. Je sais. Mais Il hésita. Je me préoccupe de toi, plus que je ne devrais. Son cœur se gonfla. Moi aussi. Qu'allons-nous faire à ce sujet? Je ne sais pas. Il l'attira plus près, son front reposant contre le sien. Nous devrions nous arrêter. Nous devrions revenir aux règles. Nous le devrions. Mais aucun d'eux ne bougea. 1 an, murmura-t-elle. C'est ce que nous avons convenu. 1 an, répéta-t-il. Puis nous divorçons. Oui. Mais que se passe-t-il si... Il s'interrompit. Si quoi? Si je ne veux pas divorcer. Ses yeux rencontrèrent les siens, vulnérables d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Si je veux que ce soit réel. Le temps s'arrêta. Raphaël, ne réponds pas maintenant. Il se leva brusquement, mettant de la distance entre eux. Oublie que j'ai dit ça. Je ne dormais pas. Tu avais un cauchemar. Nous ne pensions clairement pas. Mais... Bonne nuit, Amélie. Il disparut dans sa chambre avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Amélie resta là dans le salon sombre, son cœur battant la chamade, son esprit tournant. Si je veux que ce soit réel. Les mots se répétaient encore et encore, changeant tout. Parce que voilà la chose, elle aussi voulait que ce soit réel. Elle était tombée pour son mari froid et calculateur. Et elle n'avait aucune idée de quoi faire à ce sujet. Le lendemain matin, ils étaient de retour à être polis des étrangers, circulant l'un autour de l'autre avec une politesse prudente. Raphaël partit tôt, laissant seulement une note. Réunion toute la journée. Ne m'attends pas pour dîner. R. Amélie passa la journée à faire les 100 pas dans le penthouse, à rejouer leur conversation nocturne. Avait-il été sérieux? Ou était-ce vraiment juste de la privation de sommeil parlant? Elle n'eut pas de réponse jusqu'à une semaine plus tard. Geneviève Beaumont décéda un mardi paisible. Raphaël appela Amélie de l'hôpital, sa voix creuse. Elle est partie. Oh, Raphaël, je suis tellement désolé. Peux-tu venir? Bien sûr. Immédiatement. Elle le trouva dans une salle d'attente privée, assis seul, encore en costume d'affaires, le regard vide. Quand elle entra, il leva les yeux, et la douleur brute dans ses yeux la brisa. « Elle est partie », répéta-t-il, comme s'il ne pouvait pas croire. Amélie s'assit à côté de lui, prenant sa main. Il s'y accrocha comme à une bouée de sauvetage. « Elle était heureuse à la fin », dit-elle doucement. « Elle t'a vu marié. Elle pensait que tu avais trouvé l'amour. Mais ce n'était pas réel. » Il la regarda. « Je l'ai trompée. J'ai menti à ma propre grand-mère mourante. Elle t'aimait, Raphaël. » « Et tu l'aimais. C'était réel. Le reste... » Amélie chercha les mots justes. « Le reste n'est que détail. Des détails. » Il rit, un son amer. « Tout notre mariage n'est que des détails, n'est-ce pas? » Non. Elle resserra sa prise sur sa main. « Ce n'est pas. Peut-être que ça a commencé de cette façon. Mais ce n'est plus ça. Tu le sais. » Ses yeux fouillèrent son visage. « Qu'est-ce que c'est alors? » C'est quelque chose de réel. Il ferma les yeux, tirant sa main contre sa poitrine. « Je ne peux pas faire ça maintenant. Je ne peux pas. Je sais. » Elle se pencha contre son épaule.
Nous n'avons pas à comprendre ça maintenant. Je suis juste ici, d'accord? D'accord. Ils restèrent assis comme ça pendant des heures, jusqu'à ce que les arrangements funéraires devaient être faits, jusqu'à ce que le personnel de l'hôpital demande poliment qu'ils partent. Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur mariage, Raphaël ne dormit pas dans sa propre chambre. Amélie le trouva sur le canapé à 3 heures du matin, fixant le plafond. Elle ne dit rien. Elle s'assit juste à côté de lui, et il posa sa tête sur ses genoux pendant qu'elle passait ses doigts à travers ses cheveux jusqu'à ce qu'il s'endorme finalement. Quelque chose fondamental changea entre eux cette nuit-là. Les funérailles furent une affaire sobre, une petite cérémonie pour une femme qui avait vécu une grande vie. Raphaël prononça l'éloge funèbre, sa voix ne fléchissant qu'une fois, quand il parla de comment Geneviève lui avait appris que la famille était plus importante que la fortune. Amélie resta à ses côtés tout au long, sa main dans la sienne, le roc qu'il n'avait jamais su qu'il avait besoin. Après, alors que les invités se dispersaient, un homme âgé s'approcha d'eux, l'avocat de Geneviève. « Monsieur Beaumont, Madame Beaumont, si vous pouviez passer à mon bureau demain? Il y a certaines choses que Madame Geneviève voulait que vous sachiez. » Le lendemain, ils se retrouvèrent assis dans un bureau de chêne sombre pendant que l'avocat lisait le testament de Geneviève. La plupart étaient prévisibles, dons de charité, legs à du personnel, quelques possessions personnelles distribuées à de la famille éloignée. Puis l'avocat s'éclaircit la gorge. « Et à mon cher petit-fils, Raphaël Beaumont, et à sa chère épouse, Amélie, je laisse la villa familiale à Carcassonne. » Raphaël se redressa vivement. La villa, mais elle adorait cet endroit. Elle voulait que vous l'ayez. L'avocat sourit. Elle a dit que c'était un endroit pour une famille, pour l'amour, pour construire de nouveaux souvenirs. Il marqua une pause. Il y a aussi une lettre pour vous deux. Il tendit une enveloppe, le nom de Raphaël écrit dans l'écriture tremblante de Geneviève. Raphaël l'ouvrit d'une main tremblante. « Mon cher Raphaël, si tu lis ceci, alors je suis parti, et tu as rencontré cette chère femme que tu as épousée. Je veux que tu saches quelque chose, je savais. Dès le moment où vous êtes arrivés tous les deux à mon chevet, j'ai su que ce n'était pas un mariage d'amour, pas encore. Je t'ai vu regarder Amélie comme une étrangère. Je l'ai vu te regarder avec méfiance. J'ai vu deux personnes jouant des rôles, essayant de rendre une vieille femme heureuse. Mais je t'ai aussi vu lui verser du champagne, sans qu'elle le demande. Je l'ai vu ajuster ta cravate, avec la familiarité de quelqu'un qui s'en soucie. J'ai vu quelque chose fleurir entre vous, quelque chose de réel, même si vous ne le voyez pas encore vous-même. Alors je vais mourir heureuse, Raphaël. Pas parce que tu as épousé quelqu'un pour moi, mais parce que tu as épousé quelqu'un qui pourrait te faire sentir à nouveau. La villa est à vous deux. Utilisez-la bien. Remplissez-la d'amour. Remplissez-la d'enfants. Remplissez-la de tout ce que tu t'es refusé pendant toutes ces années. Tu mérites le bonheur, mon cher garçon. Tu as toujours mérité. Aime-la. Laisse-la t'aimer en retour. C'est tout ce que je voulais pour toi. Avec tout mon amour éternel, grand-mère. Raphaël termina la lettre, sa main tremblant. Amélie le lut par-dessus son épaule, des larmes coulant sur ses joues. Elle savait, murmura Raphaël. Tout ce temps, elle savait. Et elle ne s'en souciait pas. Amélie essuya ses yeux. Elle voulait juste que tu sois heureux. Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle vit chaque barrière qu'il avait construite s'effondrer. Suis-je heureux? Es-tu? Il chercha les mots. Je ne savais pas ce qu'était le bonheur jusqu'à toi. Je pensais que c'était la richesse, le succès, le pouvoir. Mais c'est toi qui cuisines dans notre cuisine. C'est toi qui ris à mes blagues qui ne sont même pas drôles. C'est se réveiller en sachant que tu es dans la pièce d'à côté. Raphaël, je ne veux pas divorcer. Les mots sortirent en un précipité. Je sais que nous avons dit 1 an. Je sais que c'était l'accord. Mais je ne veux pas que tu partes. Le cœur d'Amélie bondit. Tu veux dire? Je veux dire que je suis tombé amoureux de ma femme. Un sourire se dessina sur son visage, un vrai, vulnérable. Est-ce l'ironie la plus cruelle du monde? Non. Elle rit à travers ses larmes.
Parce que je suis tombée amoureuse de mon mari. Vraiment? Vraiment. Il l'attira dans ses bras, l'embrassant avec toute la passion qu'il s'était refusée pendant des mois. Ce n'était pas comme leur baiser précédent. Bref, pour le spectacle. C'était réel, profond. Une promesse et un aveu, et une célébration tout à la fois. Quand ils se séparèrent finalement, tous les deux à bout de souffle, il appuya son front contre le sien. Alors qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons arrêter de faire semblant. Elle sourit. Et nous allons commencer à vivre. J'aime ça. Moi aussi. Et là, dans le bureau de l'avocat, entouré par les biens d'une femme qui avait tout compris, Raphaël et Amélie Beaumont commencèrent leur vrai mariage. Pas une transaction, pas un arrangement, mais quelque chose qui ressemblait beaucoup à un heureux pour toujours. 6 mois s'étaient écoulés depuis les funérailles de Geneviève, et l'appartement Pentouse avait subi une transformation remarquable. Les lignes stériles et les surfaces froides qui avaient autrefois défini l'espace avaient cédé la place à quelque chose de plus chaud, plus vivant. Il y avait maintenant des couleurs, des coussins jetés que Amélie avait insisté pour acheter, des photographies encadrées de leurs voyages ensemble, une couverture tricotée drapée sur le canapé qu'elle travaillait chaque soir. Mais le plus grand changement était dans la façon dont ils vivaient maintenant dans l'espace. Raphaël ne dormait plus dans la chambre principale. Ils partageaient maintenant la même chambre, le même lit, la même vie de manière que l'arrangement initial n'avait jamais été censé permettre. Le matin, Amélie se réveillait avec son bras drapé sur sa taille. Les soirées se terminaient avec eux emmêlés sur le canapé, regardant des films ou lisant silencieusement côte à côte. Ils avaient trouvé un rythme, une danse qu'aucun d'eux n'avait jamais su qu'ils pouvaient danser. « Je pensais que nous devrions visiter la villa ce week-end », dit Raphaël un matin pendant qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble. Une nouvelle routine qu'Amélie avait instaurée. « À Carcassonne ?» Les yeux d'Amélie s'illuminèrent. « Vraiment ? Si tu veux, nous ne l'avons pas encore vue, et ma grand-mère a insisté pour que nous l'utilisions. J'adorerais. » La villa se révéla être plus qu'il n'avait imaginé. Niché dans les collines surplombant Carcassonne, c'était un mât français classique, avec des murs en pierre et des volets bleus, entourés de lavandes et d'oliviers centenaires. L'intérieur respirait l'histoire. Des poutres exposées, une cheminée en pierre massive, des fenêtres qui encadraient des vues, qui semblaient sorties d'une peinture impressionniste. « C'est magnifique », souffla Amélie, debout dans le salon ensoleillé. « Raphaël, pourquoi ne m'as-tu jamais dit à quel point c'était beau ici? Je ne suis pas venu depuis des années. » Il toucha l'une des poutres en bois, ses yeux distants. « Après la mort de mon grand-père, grand-mère ne voulait plus y être. Trop de souvenirs. »« Des souvenirs heureux? Les meilleurs. » Il sourit tristement. Ils étaient tellement amoureux, même après 40 ans de mariage. Je me souviens de les avoir regardés danser dans cette pièce, ma grand-mère riant comme une jeune fille. Amélie glissa sa main dans la sienne. Peut-être que nous pouvons créer de nouveaux souvenirs ici. Heureux. Je voudrais ça. Il l'attira contre lui. Tu sais ce que ma grand-mère a dit dans sa lettre? Sur remplir cet endroit d'enfant. Le cœur d'Amélie fit un flip-flop. J'ai lu ça, oui. As-tu déjà pensé à... Il hésita. À des enfants? Parfois. Elle leva les yeux vers lui. Pourquoi? Parce que je commence à penser que, peut-être... Il caressa son visage. Peut-être que ce serait bien. Un jour. Pas maintenant, mais, éventuellement. Des larmes piquèrent les yeux d'Amélie. 6 mois plus tôt, cet homme n'avait voulu personne dans sa vie. Maintenant, il envisageait un avenir, avec elle, avec des enfants, avec une famille. Éventuellement, accepta-t-elle. J'aime ça. Il l'embrassa doucement. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je sais. Non, je veux dire... Il prit une profonde respiration. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un avant. Les mots, je veux dire. Je te l'ai montré, je pense, mais je ne l'ai jamais dit. Ses yeux rencontrèrent les siens. Je t'aime, Amélie. Complètement. Totalement. D'une manière qui me terrifie
parce que je ne savais pas que je pouvais ressentir quelque chose d'aussi fort. Son cœur se gonfla. Je t'aime aussi, même quand tu es difficile. Même quand tu deviens trop concentré sur le travail. Même quand tu insistes pour que ta méthode de charger le lave-vaisselle est la seule bonne. Il rit. Ce son qu'elle avait appris à chérir parce qu'il le donnait si rarement. Ma méthode est la seule bonne. Bien sûr qu'elle l'est. Elle se leva sur la pointe des pieds pour l'embrasser à nouveau. Je t'aime quand même. Ils passèrent le week-end à explorer la villa, faisant des plans pour comment ils pourraient la rénover, l'imaginer remplie de rires et de vie. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient mariés, l'avenir ne semblait pas comme une date d'expiration se rapprochant, il semblait comme une possibilité qui s'étendait à l'infini devant eux. La veille de leur anniversaire d'1 an, Raphaël quitta le travail tôt. Amélie était dans la cuisine, essayant une nouvelle recette pour le dîner, quand elle entendit la porte s'ouvrir. « Tu es tôt !» Elle se retourna, une cuillère en bois à la main. « Je ne suis même pas à moitié terminé. Oh !» Il se tenait dans l'embrasure de la cuisine, tenant un bouquet de pivoine, ses fleurs préférées, et portant une expression qui faisait battre son cœur plus vite. « Raphaël, qu'est-ce qui se passe ?» Il mit les fleurs sur le comptoir et la rejoignit, prenant ses mains. « Je me suis rendu compte de quelque chose aujourd'hui. »« Quoi ?»« Demain, ça fait 1 an. 1 an depuis que je suis apparu à ton appartement et t'ai proposé le pire marché de l'histoire. » Elle sourit. « Ce n'était pas si terrible. » C'était terrible. Ses pouces caressèrent ses jointures. Je t'ai traité comme une transaction, comme quelque chose que je pouvais acheter et jeter quand je n'en aurais plus besoin. Raphaël, laisse-moi finir. Il prit une profonde respiration. Dans notre accord original, à la fin de l'année, nous devions divorcer. Tu devais obtenir un règlement et nous devions suivre nos chemins séparés. Le cœur d'Amélie se serra. Je sais. Mais je pensais que nous avions dépassé ça. Nous l'avons fait. C'est pourquoi je veux te proposer quelque chose de nouveau. Un nouveau marché? Non. Il lâcha une de ses mains pour atteindre sa poche. Pas un marché. Une question. Il tomba sur un genou. Le temps s'arrêta. Amélie Moreau-Beaumont, dit-il, sortant une petite boîte en velours. Quand il l'ouvrit, elle vit une bague différente de celle qu'il lui avait donnée il y a 1 an. Plus simple, plus personnel. La première fois que je t'ai demandé de m'épouser, c'était pour toutes les mauvaises raisons. C'était un arrangement, un mensonge que nous racontions au monde. Ses yeux brillaient de larmes non versées. Mais cette fois, je te demande pour toutes les bonnes raisons. Parce que je t'aime. Parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Parce que tu m'as montré ce que signifie vraiment être vivant. Des larmes coulaient librement sur les joues d'Amélie maintenant. « Épouse-moi » dit-il doucement. « Encore. Mais cette fois, pour de vrai. Pour toujours. Pas pour 1 an, pas pour un marché, pour toujours. Veux-tu » ? « Oui » sortit comme un sanglot. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Il glissa la nouvelle bague à son doigt. Un ajustement parfait à côté du diamant massif qu'il lui avait donné il y a 1 an. Puis il se leva, l'attrapa, la fit tourner jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux riant et pleurant en même temps. « Nous sommes déjà mariés, » dit-elle entre les baisers. « Techniquement. Je sais. » Il la reposa. « Mais je veux le refaire. Une vraie cérémonie, juste pour nous. Pas pour ma grand-mère, pas pour les apparences. Juste parce que je veux me tenir devant toi et promettre de t'aimer pour le reste de ma vie. Quand ? Quand tu veux. Demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Tu choisis. Que dirais-tu de notre anniversaire ? Demain ? Elle sourit à travers ses larmes. Nous transformerions ce qui aurait dû être une fin en un nouveau commencement. Parfait. Et donc, le lendemain, exactement 1 an après qu'Amélie soit devenue Madame Raphaël Beaumont dans un mensonge, ils se marièrent à nouveau. Cette fois, il n'y avait pas de foule, pas de reporters, pas de prétention. Juste eux deux, debout dans le jardin de la villa à Carcassonne, avec Pierre Moreau comme témoin et un juge local pour officialiser. Amélie portait une simple robe blanche, pas le coûteux de la première fois, mais quelque chose qu'elle avait choisi elle-même. Raphaël avait abandonné le smoking formel pour un costume décontracté. Il n'avait pas besoin d'élégance,
Ils avaient juste besoin l'un de l'autre. Quand vint le temps des vœux, Raphaël prit ses mains. « Amélie, il y a 1 an, je t'ai fait promettre de m'obéir et de m'honorer. Je t'ai fait promettre de jouer un rôle. » Ses yeux se verrouillèrent sur les siens. « Mais aujourd'hui, je te demande quelque chose de différent. Je te demande de continuer à être exactement qui tu es, la femme qui chante sous la douche, qui me remet à ma place quand je suis trop centré sur le travail, qui m'a appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Je promets de t'aimer, pas pour 1 an, mais pour chaque jour qu'il me reste. Je promets d'être ton partenaire, pas ton maître. Je promets de construire une vie avec toi qui est vraiment nôtre. » À travers ses larmes, Amélie sourit. « Raphaël, quand tu es apparu à ma porte il y a 1 an, j'ai pensé que ma vie était finie. Je pensais que je sacrifiais tout pour sauver mon père. » Elle serra ses mains. « Mais tu ne m'as pas pris ma vie, tu me l'as donnée. Tu m'as montré qu'il est acceptable de vouloir plus, qu'il est acceptable d'être heureux, qu'il est acceptable de tomber amoureux du milliardaire qui a demandé paiement mais a donné tout à la place. » Raphaël rit, essuyant ses propres larmes. « Je promets, » continua Amélie, « d'être toujours honnête avec toi, de te mettre au défi quand tu as tort, de te soutenir quand tu as raison, de t'aimer dans la richesse et la pauvreté, bien que nous semblons avoir couvert la partie richesse. » « Définitivement couvert la partie richesse, » convint Raphaël. « Je promets de remplir notre maison de rire, de remplir notre vie d'aventure, de remplir tes jours de tout l'amour que tu t'es refusé pendant si longtemps. » Quand le juge déclara qu'ils étaient à nouveau mari et femme, leur baiser était différent de tous ceux qui l'avaient précédé. Ce n'était pas pour le spectacle, ce n'était pas hésitant ou chargé de doute. C'était une célébration, une promesse, un commencement. « Madame Beaumont, » murmura Raphaël contre ses lèvres. « Pour la 2e et dernière fois. »« Monsieur Beaumont, » répondit-elle, « pour toujours. » Pierre pleura tout au long de la cérémonie, embrassant Amélie et serrant la main de Raphaël avec une fierté qu'il ne pouvait pas contenir. « Prends soin de ma fille, » dit-il à Raphaël. « De ma vie, » promit Raphaël. « Toujours. » Cette nuit-là, alors qu'ils étaient couchés dans la chambre de la villa, leur villa maintenant, leur avenir, Raphaël traça paresseusement des motifs sur le bras d'Amélie. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « Que si tu m'avais dit il y a 1 an que je serais ici, follement amoureux de ma femme, je t'aurais appelée folle. Et maintenant ? Maintenant, je pense que j'étais celui qui était fou. Fou de penser que je pourrais vivre sans ça. Sans toi. » Elle roula pour lui faire face. « Tu sais ce que ton père a dit dans ta lettre ? À propos de remplir cet endroit d'amour et d'enfants ? » ?»« Oui. » Elle marqua une pause. « Que dirais-tu si nous commencions sur cette partie ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu veux dire… Je veux dire que je pense que nous sommes prêts. Si tu l'es. » Un sourire lent se répandit sur son visage. Un de joie pure et sans entrave. « Je suis prêt. Vraiment. Vraiment. » Il l'embrassa doucement. « Construisons notre famille, Amélie. Remplissons cette maison de tout ce que ma grand-mère voulait pour nous. Remplissons-la d'amour. Remplissons-la d'amour. » Et ils le firent. 6 mois plus tard, Amélie se tenait dans le salon de la villa, sa main sur son ventre légèrement arrondi, regardant Raphaël assembler ce qui semblait être le meuble de bébé le plus compliqué jamais créé. « Je pense que cette pièce va là, » dit-elle, pointant vers les instructions. « Non, c'est définitivement celle-ci. Le diagramme montre clairement. Amélie, chérie, j'ai construit des immeubles de bureaux d'1 milliard d'euros. Je pense que je peux gérer un berceau. Si tu le dis. » 21 minutes plus tard, Raphaël fixa les instructions avec frustration croissante pendant qu'Amélie essayait de ne pas rire. « Très bien, » admit-il finalement. « Peut-être que j'ai besoin d'aide. »« Vraiment ? Le grand Raphaël Beaumont admet la défaite ? » ?»« Pas la défaite. Un ajournement stratégique. » Il se leva, s'approchant d'elle et plaçant ses mains sur son ventre. « Comment se sent notre fille aujourd'hui ? » ?»« Actif. » Amélie couvrit ses mains de les siennes. « Elle aime donner des coups quand tu parles. Je pense qu'elle te reconnaît déjà. » »« Bien sûr qu'elle me reconnaît. » Il se pencha pour parler au ventre. « N'est-ce pas, petite ?
Tu sais que papa est celui qui te chante des berceuses terribles le soir. Elles ne sont pas terribles. Elles sont uniques. Il rit, embrassant son front. Je ne peux pas croire que dans 3 mois, elle sera ici. Nerveux, terrifié. Il rencontra ses yeux. Et plus excité que je n'ai jamais été de ma vie. La grossesse d'Amélie avait été une révélation pour Raphaël. Il était devenu presque comiquement protecteur, insistant pour qu'elle ne soulève rien de lourd, s'assurant qu'elle prenait ses vitamines, lisant une bibliothèque entière de livres sur la parentalité. « Tu vas être un père incroyable », dit-elle, caressant son visage. « Comment le sais-tu ? Parce que tu étais censé être un mari froid et sans émotion, et regarde comment ça s'est avéré. » Point pris. Il l'embrassa doucement. « Je t'aime. Je t'aime aussi. Maintenant, retourne au berceau. »« Oui, madame. » Élodie Grasse-Beaumont naquit un matin de printemps, pesant 3 kilos 200 grammes et possédant déjà les cheveux noirs de son père et les yeux verts de sa mère. Raphaël pleura en la tenant pour la première fois, des larmes non honteuses coulant sur son visage alors qu'il regardait le minuscule miracle dans ses bras. « Elle est parfaite, » murmura-t-il. « Amélie, elle est absolument parfaite. » Amélie, épuisée mais rayonnante, sourit depuis le lit. Bien sûr qu'elle l'est. Regarde ses parents. Au cours des semaines suivantes, ils apprirent le rythme de la parentalité, les changements de couche à 2 heures du matin, les biberons sans fin, la façon dont rien d'autre n'existait quand leur fille les regardait avec ses yeux verts sérieux. Raphaël se révéla être un père naturel, malgré ses peurs. Il pouvait calmer Élodie quand personne d'autre ne le pouvait. Passait des heures à simplement la tenir pendant qu'elle dormait. Parlait à sa fille comme si elle comprenait chaque mot. « Tu es tellement belle », disait-il durant une tétée nocturne, berçant doucement Élodie. « Tu ressembles exactement à ta mère. Les mêmes yeux, le même sourire. Tu seras belle. »« Elle a ton nez », dit Amélie depuis la porte, regardant la scène qui faisait fondre son cœur. Raphaël leva les yeux et sourit. Ce sourire complet et sans défense qu'il ne réservait qu'à elle et maintenant à leur fille. « Tu devrais te reposer. » Je me reposais. Puis j'ai entendu tes berceuses terribles. « Elles ne sont pas terribles. Élodie les aime. Élodie a 2 semaines. Elle aime tout ce qui vient de toi. » « Exactement. » Il regarda leur fille avec émerveillement. « Je ne peux toujours pas croire qu'elle est réelle, que c'est notre vie. » Amélie s'installa à côté de lui, sa tête sur son épaule. « Crois-le. Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui ? » « Quoi ? » « Il y a presque 2 ans, j'ai exigé paiement d'un homme qui ne pouvait pas me rembourser. J'ai forcé sa fille à m'épouser pour des raisons complètement égoïstes. J'ai pensé que je savais ce que signifiait le succès. » Il embrassa le haut de la tête d'Élodie. « Mais j'avais tout faux. C'est le succès. Toi. Elle. Cette famille que nous avons construite. C'est ce qui compte. Penses-tu que ta grand-mère le savait, que tout cela se produirait ? Je pense qu'elle l'espérait. » Il tourna la tête pour embrasser Amélie. « Je pense qu'elle a vu quelque chose en nous que nous ne pouvions pas voir nous-mêmes. » Elle était sage. Elle l'était. Il regarda autour de leur salon, maintenant rempli d'équipements de bébé, de couvertures, de tout le chaos joyeux qui venait avec un nouveau-né. Elle aurait adoré ceci, tout ceci. « Elle le sait, » dit Amélie avec confiance. « D'où qu'elle soit, elle le sait, et elle est fière. » Élodie choisit ce moment pour émettre un petit rot, faisant rire tous les deux. « Voilà notre fille, » dit Raphaël, toujours parfaite de temps. À mesure qu'Élodie grandissait, elle révéla une personnalité qui était un mélange parfait de ses parents, l'intelligence focalisée de Raphaël combinée à la chaleur et l'empathie d'Amélie. À 2 ans, elle commandait déjà le Pentouse avec une confiance qui faisait rire Raphaël. « Elle sera PDG un jour, » disait-il, regardant leur fille organiser ses jouets dans un ordre très spécifique. « Ou artiste, » ajoutait Amélie, pointant vers les dessins au crayon qui décoraient maintenant leurs murs à côté des œuvres d'art coûteuses. « Ou tous les deux. » Définitivement tous les deux. Ils avaient trouvé un équilibre, partageant leur temps entre l'appartement Pentouse et la villa à Carcassonne, où Élodie aimait courir à travers les champs de lavande et aider dans le jardin.
Raphaël avait réduit ses heures de travail, déléguant plus et se concentrant sur ce qui comptait vraiment. Il ne manquait jamais les repas en famille, ne manquait jamais l'heure du coucher, ne manquait jamais une occasion de rappeler à Amélie à quel point il l'aimait. « Tu sais ce que nous devrions faire ?» dit Amélie un soir pendant qu'il regardait Élodie jouer. « Quoi ?»« Renouveler nos vœux, chaque année. » Il la regarda, surpris. « Chaque année, chaque année. » Pour nous rappeler d'où nous venons, pour célébrer où nous sommes, pour promettre à nouveau de continuer à choisir ceci. Nous choisir l'un l'autre. Un sourire lent se répandit sur son visage. « J'aime ça. Vraiment. Vraiment. » Il l'attira près. « Nous pouvons en faire une tradition. Emmener Élodie et tout enfant futur que nous pourrions avoir. » Enfant futur ? Peut-être. Éventuellement. Ses yeux pétillèrent. « À moins que tu sois opposé à l'idée, je ne suis pas opposé. » « Bien, parce que je pense qu'Élodie ferait une excellente grande sœur. » Amélie rit. « Donne-lui au moins quelques années de plus avant de lui voler les projecteurs. » Accord. Ils tinrent leur promesse. Chaque année, à l'anniversaire de leur vrai mariage, ils retournaient à la villa et renouvelaient leurs vœux. Parfois juste eux deux, parfois avec Élodie dansant autour de leurs pieds, toujours avec l'amour qui ne cessait de grandir. « Tu sais ce que c'est ?» dit Raphaël durant leur 4e renouvellement. « Je pense que je te tomberai à nouveau amoureuse chaque année, plus profondément à chaque fois. »« C'est parce que nous sommes en train de devenir de meilleures personnes, » répondit Amélie. « Ensemble. Ensemble. » Il répéta le mot comme une prière. « Je ne veux jamais être à part de toi. Tu ne le seras pas. Nous sommes liés maintenant. Pour de bon. Pour de bon. » Leur 5e anniversaire apporta une autre surprise. « Je suis enceinte », annonça Amélie au petit déjeuner, regardant le test de grossesse qu'elle avait caché sous son assiette. Raphaël faillit s'étouffer avec son café. « Tu... Vraiment ? Vraiment ? Élodie va avoir un petit frère ou une petite sœur. » Apparemment. Il la balaya hors de sa chaise, la faisant tourner, prudemment, compte tenu de sa condition, jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux étourdis et riants. « Je t'aime, » dit-il. « Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Papa, maman, pourquoi vous tournez ?» Élodie, maintenant 4 ans, les regardait avec la perplexité amusée d'un enfant. « Parce que, » dit Raphaël, la prenant dans ses bras, « tu vas être une grande sœur. »« Vraiment ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Je peux avoir un petit frère ? Ou une sœur ?» ajouta Amélie. « D'accord, une sœur va bien aussi, tant que c'est pas bruyant. »« Les bébés sont bruyants, ma chérie, » prévint Raphaël. « Alors elle peut être juste un peu bruyant. » Amélie et Raphaël échangèrent des sourires, sachant que leur monde était sur le point de devenir beaucoup plus bruyant et beaucoup plus plein d'amour. Margot Rose Beaumont arriva par une après-midi d'automne pluvieux, plus petite que sa sœur avait été, mais tout aussi parfaite. Élodie tomba instantanément amoureuse, insistant pour tenir sa sœur, sous supervision attentive, et chantant à elle dans une voix hors ton qui fit fondre le cœur de tout le monde. « Je vais la protéger pour toujours », déclara Élodie solennellement. « Personne ne sera méchant avec ma petite sœur. »« C'est ta mission, hein ?» Raphaël ébouriffa ses cheveux. « Oui, je suis la grande sœur. C'est mon travail. Tu vas être excellente, » lui dit Amélie. Et elle l'était. Élodie prit son rôle au sérieux, courant chercher des couches, chantant des berceuses, s'assurant que tout le monde savait que Margot était sa petite sœur. Regarder leurs filles grandir ensemble, Élodie protectrice et fière, Margot sunny et douce, était le plus grand cadeau que Raphaël et Amélie auraient pu imaginer. « Notre famille est complète », dit Amélie un soir, regardant Raphaël donner le bain à Margot pendant qu'Élodie aidait en faisant des bulles. « Complète », convint-il. « Et parfaite. Tu ne manques pas la tranquillité ? L'ordre ? » Il rit. « Tu plaisantes ? Je ne voudrais rien changer. C'est le chaos. C'est bruyant. C'est malpropre. » Il regarda leur famille, leur fille riant, Amélie souriant dans la porte. « C'est tout. » Bien. Elle entra dans la salle de bain, embrassant le haut de sa tête. « Parce que tu es coincé avec nous. Je ne demanderai rien d'autre. » Ce soir-là,
Après que les filles soient au lit, Raphaël et Amélie s'assirent ensemble sur leur balcon, regardant les lumières de Toulouse scintiller en dessous. « Tu te souviens du premier soir où je suis venu ici ?» demanda Amélie. « À cet appartement ? Comment pourrais-je oublier ? Tu ressemblais à un cerf dans les phares, terrifié, incertain. J'étais terrifié. Je pensais que ma vie était finie. Et maintenant ?» Elle se tourna vers lui, souriant. « Maintenant, je sais que c'était juste en train de commencer. » Il l'embrassa, douce, pleine de promesses et de gratitude. « Merci, dit-il. Pourquoi ? Pour avoir dit oui ce jour-là, pour m'avoir donné une chance, pour m'avoir montré ce que signifie vraiment vivre. Tu n'as pas à me remercier. C'est notre vie maintenant, notre famille. Notre famille, répéta Raphaël, comme les mots étaient une prière. J'aime ça. Le baptême d'Élodie fut tenu par une matinée de printemps parfaite, 3 mois après sa naissance. Pierre accompagna Amélie dans l'allée de la petite église, ses yeux brillants de fierté. Raphaël attendait à l'avant, Élodie dans ses bras, semblant plus détendu et heureux qu'Amélie ne l'avait jamais vu. La cérémonie fut simple, intime, juste les amis proches et la famille, les gens qui comptaient vraiment. Quand le ministre demanda qui soutiendrait cet enfant dans sa foi et sa vie, la voix de Raphaël retentit claire et forte. « Nous le ferons, nous tous. Elle ne fera jamais face à quoi que ce soit seule. » Après, ils organisèrent un petit rassemblement à la maison. Le jardin était rempli de fleurs blanches et de rires, avec Élodie étant passée de bras admirateurs en bras admirateurs, bien que Raphaël ne la laissât jamais aller trop loin de sa vue. « Tu as bien fait, fils, » dit Pierre, trouvant Raphaël sur la terrasse où il prenait un bref répit. « Mieux que je n'avais jamais imaginé quand j'ai fait ce terrible marché. » Raphaël se tourna, et il n'y avait pas de colère sur son visage, seulement de la gratitude. « Ce terrible marché m'a tout donné, Pierre. Une femme qui me met au défi, une fille qui m'apprend ce qui compte vraiment, une famille dont je ne savais pas avoir besoin. » Il tendit sa main. « Alors merci, pour avoir été assez désespéré pour amener Amélie dans ma vie. » Pierre serra sa main, puis tira Raphaël dans une accolade. « Prends soin d'elle. »« De ma vie, » promit Raphaël. « Toujours. » Ce soir-là, après que les invités soient partis et qu'Élodie dorme paisiblement dans son berceau, Raphaël et Amélie s'assirent sur le banc de la terrasse, regardant le soleil se coucher. « Il y a 1 an, » dit Amélie doucement, « j'étais terrifiée. Debout dans mon appartement, regardant une dette que je ne pouvais pas payer, faisant face à un homme que je ne connaissais pas. Il y a 1 an, j'étais vide. » Raphaël lassa leurs doigts ensemble. « J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, et rien qui comptait. Je pensais que le mariage était une transaction, que l'amour était un fardeau. Et maintenant ?» Il se tourna vers elle, et dans la lumière dorée du coucher du soleil, elle vit chaque émotion écrite sur son visage, amour, gratitude, émerveillement, espoir. Maintenant je connais la vérité. L'amour n'est pas un fardeau, c'est le seul actif qui vaut la peine d'avoir. Le mariage n'est pas une transaction, c'est un partenariat. La famille n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction. Il caressa doucement son visage. Tu m'as appris ça, Amélie, toi et Élodie. Tu m'as appris comment vivre au lieu de simplement exister. Amélie l'embrassa, douce et sucrée, goûtant la promesse et l'avenir. Je t'aime, Raphaël Beaumont. Je t'aime, Amélie Beaumont. Il la tira plus près. Merci de m'avoir forcé à t'épouser. Elle rit contre ses lèvres. Assez sûr que c'était dans l'autre sens. Détail. Il l'embrassa à nouveau. L'important, c'est que nous nous sommes retrouvés ici, ensemble, avec notre belle-fille dormant à l'intérieur, avec une vie pleine de possibilités devant nous. Avec l'amour, ajouta Amélie. Avec l'amour, convint Raphaël. De l'intérieur, ils entendirent Élodie commencer à s'agiter, ce cri particulier qui signifiait qu'elle se réveillait et voudrait ses parents bientôt. « Ton tour ou le mien ?» demanda Amélie. « Le nôtre. » Raphaël se leva, l'attirant sur ses pieds. « Tout est le nôtre maintenant, le bon, le difficile, le beau, le désordonné.
Nous sommes ensemble dans tout ceci. » Main dans la main, ils entrèrent, vers leur fille, vers leur maison, vers leur vie. Le milliardaire qui avait exigé paiement avait trouvé quelque chose qui valait plus qu'une fortune. La femme qui s'était mariée par désespoir avait trouvé l'amour véritable. Et le bébé qu'ils n'avaient jamais planifié était devenu le centre de leur univers. Ce n'était plus un arrangement. Ce n'était plus un marché ou une affaire ou une transaction. C'était une famille. Et c'était absolument parfait. 5 ans plus tard. Le soleil du matin coulait à travers les fenêtres de la maison familiale Beaumont, illuminant une scène de chaos magnifique. Élodie, maintenant 5 ans avec les cheveux noirs de son père et les yeux verts de sa mère, était assise à la table de la cuisine dans sa robe violette préférée, coloriant soigneusement une image pour sa classe de maternelle. « Papa, regarde !» Elle leva son chef-d'œuvre, un portrait de famille avec des personnages en bâton que Raphaël encadrerait plus tard et accrocherait dans son bureau, à côté de contrats d'1 milliard d'euros. C'est magnifique, ma chérie. Raphaël, habillé pour le travail mais portant une tiare qu'Élodie avait insisté pour qu'il porte pendant le petit déjeuner, l'examina sérieusement. « C'est maman et moi ?»« Et bébé Margot ?» Élodie pointa vers un personnage en bâton plus petit. Amélie émergea de la pouponnière, leur deuxième fille, Margot Rose Beaumont de 18 mois, sur sa hanche. Margot tendit immédiatement vers Raphaël, qui la prit sans hésitation, tiare et tout. « Négociations difficiles aujourd'hui ?» demanda Amélie, l'embrassant bonjour. « Rien que je ne puisse gérer. » Il fit rebondir Margot, qui rit, et attrapa sa tiare. « Bien que je doive peut-être expliquer au conseil pourquoi j'ai des paillettes dans les cheveux. Dis-leur que c'est ton nouveau power move. »« Tout est un power move quand tu es aussi fabuleux, » annonça Élodie, répétant clairement quelque chose qu'elle avait entendu. Amélie et Raphaël échangèrent des regards amusés. C'était leur vie maintenant. Doigts collants et paillettes, thé parties et histoires avant de dormir, chaos et rires, et tant d'amour que cela les submergeait parfois tous les deux. « Tu te souviens quand tu t'es présenté exigeant paiement ?» dit Amélie pendant que Raphaël aidait Élodie à mettre son sac à dos pour l'école. « Chaque jour. » Il attrapa sa main, la portant à ses lèvres. « Meilleur recouvrement de dette de ma vie. Tu n'as jamais récupéré, tu sais. Tu es juste tombé amoureux. » Même chose. Raphaël la tira près, faisant attention de ne pas écraser Margot entre eux. « Tu m'as remboursé de manière que je n'ai jamais attendue. » Avec amour, avec Élodie, avec Margot, avec cette vie que nous avons construite. Élodie tira sur la veste de Raphaël. « Papa, nous allons être en retard. On ne peut pas avoir ça. Ta maîtresse pense déjà que je suis irresponsable après que je t'ai envoyé à l'école en pyjama cette fois. » C'était le jour du pyjama. Ce que je ne savais pas. Raphaël regarda Amélie. « On se voit ce soir ? Dîner en famille. Ton tour de cuisiner. »« Je vais commander de ce restaurant italien. » Raphaël. « Quoi ? Je cuisine par procuration. » Il l'embrassa rapidement, puis plus profondément, faisant gémir Élodie. « Burke, vous vous embrassez encore. »« Habitue-toi, ma chérie, » dit Raphaël à sa fille, faisant un clin d'œil à Amélie. « Ta maman et moi sommes ensemble pour la vie. » Alors qu'il partait avec la main d'Élodie dans la sienne, Margot sur sa hanche, portant toujours cette ridicule tiare, Amélie regardait depuis la porte. Raphaël Beaumont, milliardaire, homme d'affaires, négociateur impitoyable, avait été complètement conquis par l'été parti d'une fillette de 5 ans et une dette qu'il n'avait jamais voulu récupérer. Et il n'avait jamais été plus heureux. Le téléphone d'Amélie vibra avec un message de lui, envoyé avant même qu'il n'atteigne la voiture. « Merci, pour tout. Je t'aime. R. » Elle sourit, tapant en retour. « Merci d'être venu ce jour-là, pour avoir exigé l'impossible. Pour être devenu possible. Je t'aime aussi. » Ah. À l'extérieur, elle entendit le rire d'Élodie, alors que Raphaël l'attachait dans son siège auto. L'entendit parler à Margot dans cette voix douce réservée uniquement à ses filles. L'homme qui s'était présenté exigeant paiement avait payé le prix le plus élevé de tous, ses murs soigneusement construits, son isolement émotionnel, sa croyance qu'il valait mieux être seul. Et en retour,
Il avait tout gagné. Amélie toucha son alliance, ce même diamant qui avait commencé ce voyage, et murmura une prière de gratitude. Pour les dettes et les marchés, pour l'amour inattendu, pour la famille qu'il n'avait jamais planifiée mais ne pouvait pas imaginer vivre sans, pour la preuve que parfois, les meilleures choses dans la vie viennent des circonstances les plus impossibles. Et pour Raphaël Beaumont, le milliardaire qui était venu récupérer mais avait fini par lui donner le monde. Ya.